Je constate que chaque fois que ces personnes portent le masque de dépendant, je leur demande la plupart du temps de poser leurs questions durant l'atelier, puisque ce sont de bonnes interrogations et que les réponses risquent d'intéresser les autres participants. Quand l'atelier recommence, elles négligent souvent de les poser. Ce qui les intéresserait, c'était l'attention que j'aurais pu leur donner en privé. Il m'arrive de conseiller à ces personnes une thérapie en privé pour obtenir ainsi toute l'attention qu'elles désirent. Cependant, cette solution a ses limites puisqu'elle risque d'alimenter la blessure plutôt que de la guérir. Une autre façon d'attirer l'attention est d'occuper une fonction publique où ils ont accès à un large auditoire. Beaucoup de chanteurs, comédiens, acteurs et autres travailleurs du domaine artistique qui sont regardés par un large public sont des dépendants. Ils se sentent bien dans n'importe quel rôle de vedette. En consultation privée, le dépendant est le type le plus apte à faire du transfert avec son thérapeute. Il recherche en effet le support non reçu d'un parent ou d'un conjoint chez son thérapeute. Une amie psychologue m'a raconté qu'un jour, un client lui a fait une crise de jalousie quand elle lui annonçait qu'elle se ferait remplacer par un collègue durant ses 2 semaines de vacances avec son mari. Elle s'est ainsi aperçue que son client avait fait un transfert sur elle. Après vérification, c'était indépendant. J'en profite pour avertir tous ceux qui font un travail en relation d'aide d'être particulièrement vigilants au risque de transfert lorsque leur client souffre d'abandon. Le dépendant est une personne qui fusionne facilement avec les autres, ce qui le porte à se sentir responsable du malheur et du bonheur des autres, comme il croit que les autres sont responsables de son bonheur ou de son malheur. Une personne fusionnelle, appelée aussi une personne psychique, ressent les émotions des autres et elle se laisse envahir facilement. Ce désir de fusion engendre beaucoup de peur, pouvant même mener jusqu'à l'agoraphobie. Voici la définition de l'agoraphobie dans mon livre Ton corps dit aime-toi. Cette phobie est une peur maladive des espaces libres et des endroits publics. Elle reste la plus répandue des phobies. Les femmes y sont 2 fois plus sensibles que les hommes. Beaucoup d'hommes cachent leur agoraphobie sous l'alcool. Ils aiment mieux devenir alcooliques plutôt que d'avouer leur grande peur incontrôlable. L'agoraphobe se plaint souvent de vivre de l'anxiété et surtout de l'angoisse, au point de paniquer. Une situation angoissante entraîne chez l'agoraphobe des réactions psychologiques. Palpitations cardiaques, étourdissement, tension ou faiblesse musculaire, transpiration, difficultés respiratoires, nausées, incontinence, etc. qui peuvent mener à la panique, des réactions cognitives, sentiments d'étrangeté, peur de perdre le contrôle, de devenir fou, d'être humilié publiquement, de s'évanouir ou de mourir, etc. Et des réactions comportementales, fuite des situations anxiogènes et, évidemment, de tout lieu qui lui apparaît éloigné de l'endroit ou de la personne sécurisante dont il a besoin. La majorité des agoraphobes souffrent d'hypoglycémie. La peur et les sensations que l'agoraphobe ressent sont excessivement fortes, au point même de lui faire éviter les situations d'où il ne peut s'enfuir. C'est pour cette raison que l'agoraphobe doit se trouver quelqu'un de proche qui devient sa personne sécurisante avec qui sortir, et un endroit sécurisant où se réfugier. Il y en a même qui finissent par ne plus sortir du tout. Il se trouve toujours une bonne raison. En fait, les catastrophes anticipées ne se produisent jamais. La plupart des agoraphobes ont été très dépendants de leur mère étant jeune et se sont sentis responsables, soit de son bonheur, soit de l'aider dans son rôle de mère. L'agoraphobe peut s'aider émotionnellement en réglant sa situation avec sa mère. Les 2 grandes peurs de l'agoraphobe sont la peur de mourir et la peur de la folie. Après avoir rencontré des agoraphobes dans presque tous les ateliers que j'ai animés depuis de nombreuses années, j'ai pu faire une synthèse intéressante au sujet de l'agoraphobie, ce qui en a été plusieurs centaines. Ces peurs viennent de l'enfance et elles ont été vécues dans l'isolement, un foyer propice à développer l'agoraphobie et lorsqu'il y a eu des décès ou bien de la folie chez des proches. Il se peut aussi que l'agoraphobe
l'agoraphobe est vécu à tous les niveaux, bien que celui-ci ne s'en rende pas vraiment compte. Il ne se croit pas capable de faire face à un changement dans quelque domaine que ce soit, car cela représenterait une mort symbolique. C'est pourquoi tout changement lui fait vivre de grands moments d'angoisse et accentue son degré d'agoraphobie. Ces transitions peuvent être le passage de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte, de célibataire à marié. Un déménagement, un changement de travail, une grossesse, un accident, une séparation, la mort ou la naissance de quelqu'un, etc. Pendant plusieurs années, ces angoisses et peurs peuvent être inconscients et contenus. Puis un jour, lorsque l'agoraphobe en est rendu à sa limite mentale et émotionnelle, il ne peut plus se contenir et ses peurs deviennent conscientes et apparentes. L'agoraphobe a aussi une imagination débordante et incontrôlée. Il s'imagine des situations bien au-delà de la réalité et se croit incapable de faire face à ces changements. Cette grande activité mentale lui fait craindre la folie. Il n'ose en parler aux autres de peur de passer pour un fou. Il est urgent de réaliser que ce n'est pas de la folie, mais une très grande sensibilité mal gérée. Si tu réponds aux critères mentionnés, sache que ce que tu vis n'est pas de la folie et que ça ne fait pas mourir. Tu t'es tout simplement trop ouvert étant jeune aux émotions des autres, en croyant que tu étais responsable de leur bonheur ou de leur malheur. Par conséquent, tu es devenu très psychique pour pouvoir être aux aguets et prévenir les malheurs en présence des autres. Voilà pourquoi tu captes toutes les émotions et les peurs des autres lorsque tu te retrouves dans un endroit public. Le plus important pour toi est d'apprendre la vraie notion de responsabilité. Celle à laquelle tu as cru jusqu'à maintenant n'est pas bonne pour toi. Cette notion de responsabilité fait partie de tous les enseignements d'écoute ton corps. J'ai constaté le caractère du dépendant chez la majorité des agoraphobes que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Si tu te réfères à la définition de l'agoraphobie, on y fait mention de la peur de la mort et de la folie. Chez le dépendant, lorsque quelqu'un de cher décède, il vient un sentiment d'abandon. Il a de plus en plus de difficultés à accepter la mort de qui que ce soit, car chaque mort vient réveiller sa blessure d'abandon et contribue à accentuer son degré d'agoraphobie. J'ai pu constater que la personne dont la blessure d'abandon prédomine a davantage peur de la mort, tandis que celle dont la blessure prédominante est la trahison a davantage peur de la folie. Je parle de la blessure de la trahison au chapitre 5. La mère dépendante étant fusionnelle, dépend beaucoup de l'amour de son enfant et fait tout pour qu'il sente qu'elle pense beaucoup à lui. L'amour des autres, surtout de leurs proches, soutient les dépendants. Ça les aide à se tenir debout. J'ai souvent entendu des personnes dépendantes me dire « Je ne peux pas supporter une situation où quelqu'un ne m'aime pas. Je vais tout faire pour arranger la situation. » Lorsqu'un dépendant affirme « Il est important que tu m'appelles pour me donner de tes nouvelles », en réalité il veut dire « Quand tu m'appelles, je me sens important. » Il a à tout prix besoin que les autres le fassent se sentir important et le prennent en considération, car il ne peut y arriver par lui-même. Quand le dépendant est en contact avec les problèmes que sa dépendance engendre, il souhaite à ce moment devenir indépendant. Se croire indépendant devient une réaction très courante chez les personnes dépendantes, et elles aiment beaucoup dire aux autres à quel point elles se trouvent indépendantes. Cependant, cela ne fait qu'accentuer et cacher la blessure d'abandon, puisqu'elle n'est pas soignée. Par exemple, une personne dépendante, homme ou femme, peut ne pas vouloir d'enfant sous prétexte de vouloir garder son indépendance. Cela cache souvent chez l'homme dépendant la peur de ne plus recevoir toute l'attention de sa conjointe s'il y avait un enfant présent dans la famille. La femme dépendante, elle, aura plutôt peur de se sentir étouffée par toutes les obligations qu'un enfant amène. Par contre, si elle veut en avoir, elle les préférera lorsqu'ils sont jeunes, au moment où ils sont les plus dépendants d'elle. Cela la fait se sentir plus importante.
S'il arrive à la femme dépendante de ne pas désirer faire l'amour, elle ne le dira pas à son conjoint. Elle préférera faire semblant d'avoir le coup, car elle ne veut pas manquer une occasion de se sentir désirée. J'ai même connu quelques femmes qui ont accepté de vivre dans un ménage à trois, tout en sachant que leur mari faisait l'amour à l'autre dans la chambre voisine. L'homme dépendant, pour sa part, fera semblant de ne pas savoir que sa femme a un amant. Ces personnes vont choisir d'endurer ce genre de situation plutôt que d'être abandonnées. Ce n'est certainement pas leur préférence, mais elles sont prêtes à tout pour ne pas perdre leur conjoint. Suite à ce qui est mentionné dans ce chapitre, il va de soi que la blessure d'abandon affecte notre façon de communiquer. Les peurs du dépendant qui l'empêchent de communiquer clairement et de faire ses demandes sont les suivantes. Peur de pleurer ou de passer pour un bébé. Peur que l'autre parte, que l'autre ne soit pas d'accord et ignore ce qui est dit ou demandé. De se faire dire non, de se faire refuser, de ne pas répondre aux attentes des autres. Si tu te vois dans ces peurs, voilà un bon moyen pour découvrir que tu n'es pas toi-même et que c'est ta blessure d'abandon qui prend le dessus. Au niveau de l'alimentation, le dépendant peut manger beaucoup sans prendre de poids. Comme son attitude intérieure générale est de ne jamais en avoir assez, c'est aussi le message que son corps reçoit lorsqu'il mange. Son corps réagit donc en conséquence. Lorsqu'une personne mange, ne serait-ce que très peu, en pensant qu'elle mange encore trop, son corps reçoit ce message et réagit comme s'il en avait trop. Cette personne se voit donc prendre du poids. Dans le chapitre précédent, j'ai mentionné que le fuyant a tendance à devenir anorexique, mais le dépendant, lui, a plus tendance à devenir boulimique. Mes observations me portent à conclure que lorsqu'un homme dépendant est boulimique, c'est qu'il tente de se nourrir de sa mère tellement elle lui manque. Lorsque la boulimie se manifeste chez une femme dépendante, c'est plutôt son père qui lui manque. Lorsque ces personnes n'ont pas de substitut aux parents manquants, c'est alors qu'elles font un transfert sur la nourriture. Le mot bouffer est d'ailleurs très présent dans leur langage. Elles diront par exemple « Mon enfant me bouffe toute mon énergie » ou « Mon travail me bouffe tout mon temps ». Le dépendant préfère les aliments mous aux aliments durs. En général, il aime aussi beaucoup le pain, qui est le symbole de la terre nourricière. Il va manger lentement pour faire durer le plaisir et l'attention, surtout lorsqu'il est en compagnie d'autres personnes. D'ailleurs, les personnes dépendantes n'aiment pas manger seules, surtout à l'extérieur. De plus, comme elles ont de la difficulté avec le mot laisser, elles ne voudront rien laisser dans leur assiette. Tout cela se fait de façon inconsciente. En ce qui a trait aux maladies, le dépendant est renommé pour avoir été un enfant souvent malade, faible ou chétif. Voici différentes maladies sujettes à être développées par les personnes souffrant de la blessure d'abandon. L'asthme est une maladie où l'expiration devient difficile et pénible. Au plan métaphysique, cette maladie indique que cette personne prend plus qu'elle ne devrait et ne redonne qu'avec grande difficulté. Les problèmes de bronches se trouvent aussi présents, car elles ont un lien métaphysique avec la famille. Lorsque le dépendant souffre d'un problème aux bronches, cela indique qu'il a l'impression de ne pas recevoir assez de sa famille, qu'il en dépend trop. Il a intérêt à croire qu'il a une place dans sa famille plutôt que de faire des pirouettes pour arriver à le croire. À cause de sa partie physique fusionnelle, le dépendant s'attire des problèmes de pancréas, hypoglycémie et diabète, ainsi que des problèmes aux glandes surrénales. Tout son système digestif demeure fragile parce qu'il croit ne pas être nourri adéquatement, même si ce manque n'a aucun rapport avec le plan physique. Bien que le manque se situe au plan affectif, son corps physique, étant le reflet de son psychisme, reçoit le message de ce manque. La myopie est aussi très fréquente chez le dépendant. Elle représente la difficulté à voir plus loin, reliée à la peur de l'avenir et surtout de faire face à l'avenir seul. Le dépendant qui alimente beaucoup sa partie victime peut en arriver à souffrir d'hystérie. On dit en psychologie que la personne hystérique est semblable à l'enfant qui craint d'être privé du lait nourricier et abandonné. Voilà pourquoi elle montre bruyamment ses émotions. Plusieurs dépendants finissent par souffrir de dépression lorsque leur blessure fait trop mal et qu'ils perçoivent leur impuissance à se sentir aimés comme ils le désireraient.
c'est aussi une façon d'obtenir de l'attention. La personne dépendante souffre de migraine parce qu'elle s'empêche d'être elle-même. Elle bloque son je suis. Elle fait trop de pirouettes pour être ce que les autres veulent qu'elle soit, ou elle vit trop dans l'ombre des personnes qu'elle aime. De plus, j'ai remarqué que c'est le dépendant qui se retrouve le plus souvent avec des maladies rares qui demandent de l'attention particulière ou des maladies dites incurables. Je te rappelle que lorsque la médecine qualifie une maladie d'incurable, elle nous annonce que, en réalité, la science n'a pas encore trouvé une cure. Les maladies et malaises précités peuvent aussi se manifester chez des personnes aux prises avec les autres types de blessures. Mais il semble beaucoup plus courant chez les personnes souffrant d'abandon. Si tu te vois dans la blessure de l'abandon, je te rappelle que cette blessure a été réactivée par ton parent du sexe opposé et continue à l'être par toute autre personne du sexe opposé. Il est donc tout à fait normal et humain d'en vouloir à ce parent ou à ces personnes. Je répète ici ce qui est écrit dans la plupart de mes autres livres. Tant qu'on continue à en vouloir à un parent, même inconsciemment, nos relations avec toutes les autres personnes du même sexe que ce parent seront difficiles. De plus, je te suggère de vérifier et tu découvriras que ce parent a vécu la même blessure avec son parent du sexe opposé, c'est-à-dire son parent du même sexe que toi. Les mêmes blessures se répètent de génération en génération, ce qui explique aussi le phénomène de l'hérédité. Et ce, tant et aussi longtemps que la roue du karma ne sera pas arrêtée en vivant nos relations dans l'amour véritable. Souviens-toi que la principale cause d'une blessure, chez qui que ce soit, vient de son incapacité à se pardonner ce qu'elle se fait à elle-même ou qu'elle a fait subir aux autres. Il lui est difficile de se pardonner car en général, elle ne s'aperçoit même pas qu'elle s'en veut. Plus la blessure d'abandon est importante, plus cela signifie que tu t'abandonnes toi-même. C'est-à-dire te laisser tomber, ou que tu abandonnes d'autres personnes, des situations ou des projets. Nous reprochons aux autres tout ce que nous faisons, nous-mêmes, et nous ne voulons pas voir. C'est la raison pour laquelle nous attirons autour de nous des personnes qui nous montrent ce que nous faisons aux autres ou à nous-mêmes. Un autre moyen pour devenir conscient que nous nous abandonnons ou nous abandonnons une autre personne est la honte. En effet, nous vivons un sentiment de honte lorsque nous voulons nous cacher ou dissimuler un comportement. Il est normal de trouver honteux d'avoir des comportements que nous reprochons aux autres. Nous ne voulons surtout pas qu'ils découvrent que nous agissons comme eux. Il devient donc important et urgent de tout régler avec nos parents, puisque c'est ainsi que nous cessons de reproduire le même genre de situation. Même les scientifiques en médecine et en psychologie ont constaté et admis la perpétuation de génération en génération de certains comportements ou maladies destructives. Ils ont reconnu qu'il existe des familles de diabétiques, de cardiaques, de cancéreux, d'asthmatiques et aussi des familles de violents, d'incestueux, d'alcooliques, etc. Si tu reconnais en toi les caractéristiques du dépendant, bien que tu ne crois pas avoir manqué d'attention de tes parents du sexe opposé et qu'au contraire, tu admets en avoir reçu beaucoup, voici ce qui a pu se passer. L'attention reçue ne correspondait peut-être pas à celle que tu aurais voulu. Tu t'es peut-être même senti étouffé par cette attention. Je peux citer en exemple mon fils aîné chez qui la blessure d'abandon demeure présente dans son corps d'adulte. Cet enfant fut pourtant celui, parmi mes 3 enfants, qui a eu le plus de mon attention étant jeune, puisque, ne travaillant pas à l'extérieur, j'étais à la maison avec lui. Par contre, j'étais trop rigide et sévère avec lui dans des situations qui, selon lui, ne justifiaient pas cette attitude. Je ne le lâchais pas. Je surveillais tout ce qu'il faisait parce que j'aurais voulu en faire un humain parfait selon ma notion de perfection. Je comprends aujourd'hui que ce n'était pas du tout le genre d'attention qu'il désirait. Il a donc vécu la blessure d'abandon et je trouve normal qu'il m'en ait voulu lorsqu'il était jeune. Je réalise aujourd'hui que cette expérience faisait partie de son plan de vie et que nous avions à comprendre des choses ensemble. Il avait besoin d'une mère comme moi pour faire son processus du pardon face à l'abandon et il me fallait un fils comme lui pour m'aider à compléter des choses avec mon père. J'en parlerai davantage dans le chapitre traitant de la trahison. Les lois spirituelles expliquent que tant qu'un humain n'aura pas vécu une expérience dans l'amour, il devra revenir sur Terre pour vivre la même expérience. On revient avec les mêmes âmes, mais dans des rôles différents. Tout ça pour se donner une chance de résoudre définitivement ce que nous n'avons pas réglé dans nos vies précédentes.
difficulté à se faire dire non, à accepter un refus. Tristesse, pleure facilement, attire la pitié. Un jour joyeux, un jour triste, s'accroche physiquement aux autres. Psychique, vedette, recherche l'indépendance, aime le sexe. Plus grande peur, la solitude. Alimentation, bon appétit, boulimique. Aime aliments mous, mange lentement. Maladie possible, dos, asthme, bronchite, migraine, hypoglycémie, agoraphobie, diabète, glande surrénale, myopie, hystérie, dépression, maladie rare qui attire davantage l'attention, maladie incurable, incurable.